Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Collet. Donc, je suis chargée de mission politique de la ville au sein, donc, comme l'a rappelé Sandrine, de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et donc, la DRDJSCS Grand Est, donc, à la charge de la mise en œuvre du plan d'accompagnement et de professionnalisation, pardon, des adultes, enfin, des médiateurs en poste adulte relais et des employeurs. Et pour cela, on s'appuie sur les 3 GIP du Grand Est pour vous proposer un programme d'action. Donc, l'objectif de ce programme, il est double, hein, c'est de contribuer, bien sûr, au développement des compétences dans les missions de médiation sociale et puis également d'accompagner les médiateurs en poste adulte relais sur leur parcours professionnel, voilà, la poursuite après leur poste d'adulte relais. Donc pour cela, on vous un petit point sur. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire de la rentrée, hein, comme on l'a rappelé. On relance un cycle avec un cycle d'automne. Vous avez reçu récemment, je pense par mail, la lettre d'info. Hein, maintenant, on va fonctionner en lettre d'info. Donc du GIP, vous avez dû recevoir, je pense tous, cette lettre d'info qui vous propose le programme là des 2 et 3 prochains mois. Donc voilà, donc ça c'est aussi une nouveauté. Donc vous dire également que vous avez pu voir que donc les rencontres territoriales qu'on organise chaque année à l'automne ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire. Voilà, c'était quand même difficile de pouvoir les maintenir. Donc enfin, je dis annulé, mais c'est voilà, pour l'instant c'est plutôt un report. Donc l'idée c'est qu'on puisse vous proposer quelque chose sur le printemps. Voilà, mais on est en complète. Voilà, je le répète, hein, mais c'est en ce moment on fait preuve d'adaptation. On essaye de prendre en compte tout le contexte pour pouvoir proposer ce qui est le plus adapté et ce qu'on peut aussi faire dans le contexte actuel. Donc après, je vais faire une petite introduction par rapport à la thématique d'aujourd'hui, hein, et l'intervention de Muriel Maffesoli à la suite de mon propos introductif. Donc, vous donner un petit peu les actualités de la politique de la ville, hein, suite à la crise sanitaire. Donc, il y a eu une réponse du gouvernement par rapport aux difficultés, enfin voilà, la situation des quartiers politiques de la ville. Donc avec différents dispositifs que vous avez dû entendre parler voilà, pendant l'été. Donc c'était un peu vous relister ça. Donc il y a eu 2 grands dispositifs qui s'appelaient quartier d'été et puis qui intégraient aussi vacances apprenantes dedans. Donc le quartier d'été, donc c'est la circulaire est sortie, donc c'est une circulaire du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Ville autour c'est l'opération autour de 6 piliers. Vacances apprenantes, le renforcement de la présence des services publics et des professionnels de terrain, le rapprochement entre la population et les forces de sécurité, la valorisation des actions de solidarité avec notamment le soutien aux associations de grande proximité, la formation et l'emploi et l'amplification des dispositifs culturels et sportifs. Voilà les 6 piliers de quartier d'été. D'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a eu la création de 116 postes de médiateurs adultes relais, hein, qui ont été voilà, pour le Grand Est, 116 postes qui s'ajoutent au vivier que nous avions déjà. Donc l'enjeu était vraiment de pouvoir répondre. Voilà, on savait que la période de déconfinement elle était difficile, une situation voilà assez complexe, et de pouvoir proposer aux habitants de tout âge une multitude d'actions. Donc, dans le cadre de ce quartier d'été, donc il y a eu une partie plus particulière qui s'appelait Vacances apprenantes, avec, dans le cadre de Vacances apprenantes, notamment un dispositif qui s'appelait Colo apprenante, hein, dont l'objectif est de te faire partir des jeunes sur des séjours de 5 jours à peu près, leur permettant de travailler à la fois sur le développement durable et la transition écologique, les arts et la culture, les activités physiques et sportives, la science, l'innovation, le numérique et la découverte ou l'approfondissement de langues étrangères. Donc, c'était à la fois d'associer l'écolo traditionnel, mais en ayant une part importante pour pallier voilà, à la période de confinement, etc., et des ruptures scolaires qu'il y a pu avoir. Donc ça a été donc voilà. Je vous ferai un petit bilan, hein, de quelques éléments de bilan qu'on peut en tirer après.
il y a eu un dispositif école ouverte. Je suppose que je ne sais pas si vous connaissez, c'est d'ouvrir les établissements scolaires pendant les vacances. Alors, c'était un dispositif qui a déjà lieu traditionnellement, mais qui a été renforcé avec une ouverture, un élargissement du public, c'est-à-dire que c'était ouvert du CP à la terminale, voilà, et avec une attention particulière au lycée professionnel. Donc ça, c'était vraiment piloté par l'Éducation nationale. Et dans ce cadre-là, il y avait des actions qui s'appelaient l'été du pro, qui étaient des écoles ouvertes, mais à destination spécifiquement des lycées professionnels. Et puis l'école ouverte buissonnière, qui était aussi pour le milieu rural. Donc, quelques éléments de bilan. Donc, par rapport à Colo apprenante, pour le Grand Est, c'est 2064 enfants qui ont pu partir en colonie sur le territoire Grand Est, qui ont pu bénéficier de ces colos apprenantes. Alors, on est bien en dessous des objectifs qui étaient fixés par le national, hein, qui avait des ambitions fortes, mais je crois que dans le bilan qu'on peut en tirer, mais après, ça sera l'objet aussi un peu de nos discussions, c'est que voilà, c'était un peu compliqué, le travail avec les familles n'a pas pu se faire, et laisser partir ces enfants dans cette période aussi un peu de crise sanitaire, c'est quand même plus compliqué, et il n'y a pas pu avoir aussi ce travail de préparation, donc ce qui peut expliquer que les chiffres, voilà, n'ont pas été atteints. Quand même aussi remarque par rapport au fait qu'il y ait moins de filles qui sont parties en colonie apprenante. Donc voilà, c'est un point de questionnement. Par rapport à quartier d'été, les retours qu'on peut avoir sur le Rhin, c'est que ça a été très dynamique. Il y a eu beaucoup d'actions qui se sont faites en pied d'immeuble, soit en matière culturelle, sportive, une grande richesse d'actions. Et ce qui ressort, c'est que pour la plupart, on a pu voir qu'il y a eu un bon partenariat qui s'est développé sur les territoires. C'est-à-dire qu'on a vu que les partenaires ont travaillé de façon bien articulée, en essayant de couvrir toutes les périodes, en essayant de travailler sur les publics. Donc, une bonne articulation sur les territoires en général. Voilà, donc, des éléments un peu positif. Et puis, donc, vous dire que, l'actualité, donc, c'est qu'on parle maintenant, vous avez peut-être entendu, de quartier d'automne, qui est en fait la continuité de quartier d'été sur la période des vacances d'automne. Donc, voilà, donc, les mêmes objectifs sont reconduits. Et puis, avec aussi une autre thématique, enfin, un autre dispositif qui arrive, qui s'appelle Quartier solidaire, voilà, qui est sorti il y a 15 jours ou 10 jours, enfin, très récemment. Donc, ce sont des fonds dédiés donc aux associations de proximité sur les thématiques, hein, qui rejoignent aussi un peu quartier d'été, qui sont l'éducation et la lutte contre la fracture numérique, la santé et l'aide alimentaire, l'insertion professionnelle et la culture. Donc, voilà un peu les dernières actualités en matière de politique de la ville sur les quartiers. Et puis après, moi j'ai terminé mon propos. Je vais passer la parole à Muriel. De remettre mon micro. Voilà. Merci Céline et merci Sandrine de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc Muriel Maffesoli, je suis directrice de l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville. Un certain nombre d'entre vous, on se connaît déjà et on travaille régulièrement ensemble. Voilà. Donc, je vais peut-être pas présenter l'ORIV. Hein, on est centre de ressources sur les questions de politique de la ville. L'idée, c'était effectivement de pouvoir ensemble échanger autour des derniers mois autour de la politique de la ville. Donc, on vient d'évoquer les enjeux d'actualité. Là, la séquence que je vous propose maintenant, où on va être amené à échanger, c'est plutôt de revenir sur quelques éléments issus du confinement, mais surtout pour vous, comment s'est passé l'été et finalement un certain nombre de constats que vous aviez été amené à faire pendant ou à l'issue du confinement. Est-ce que finalement ces constats se sont concrétisés pendant l'été et depuis la rentrée de septembre? Vous donnez aussi quelques infos sur
finalement les constats qu'on avait pu faire, qui ont été remontés au niveau national, quels impacts ils ont eu sur la réflexion au niveau national par rapport à la question de la médiation sociale, parce que finalement, vous avez aussi les infos au niveau local, mais l'idée était aussi de voir comment ça a pu faire bouger au niveau national. Voilà. Sandrine, du coup, c'est toi qui fais bouger le PowerPoint ou c'est moi? Je ne sais pas si Sandrine m'entend. Bon, je ne sais pas. Je continue, dans le doute. Donc, en fait, le premier élément, revenir sur quelques constats qu'on avait été amené à faire au niveau régional et qu'on a remonté au niveau local. Alors, pour moi, il s'agit moins de parler des effets de la crise sanitaire et sociale sur les publics que sur les pratiques professionnelles qui sont les vôtres. D'accord c'est pas l'objet là de parler des effets de la crise en tant que telle, mais plutôt qu'on revienne sur vos pratiques, sur les choses qui ont été mises en place, etc. Le premier constat qu'on avait pu faire, pour en avoir partagé pendant le mois de mai, notamment avec Sandrine, c'était que au niveau des gens et dans les constats que vous avez pu partager lors des réunions professionnelles, donc dans le cadre des réunions qu'a proposé le GIP, c'était intéressant de remarquer le positionnement différent que vous avez eu entre les usagers que vous recevez, les bénéficiaires d'une part, et les partenaires d'autre part. Quand je reprends un petit peu ce que vous aviez évoqué, vous mettiez en avant que au niveau du partenariat, c'était quand même compliqué de maintenir des liens, même après la période de confinement, des réponses assez aléatoires, des partenaires souvent absents, un relatif isolement, un lien quand même compliqué à tenir au niveau de ces professionnels. Par contre, au niveau des bénéficiaires, ceux avec qui vous avez pu garder des liens de proximité, souvent par le biais du téléphone, des réseaux sociaux, etc. Donc, je rappelle d'ailleurs que vous aviez fait état pour un certain nombre d'entre vous que le matériel utilisé était du matériel personnel et pas forcément du matériel de la structure, hein, ce qui pose quand même beaucoup de questions aussi des moyens dont vous disposez pour pouvoir activer tout ça. À tous les cas, ce qui est remonté là-dessus, c'est que les usagers, les bénéficiaires, les habitants, les acteurs avec lesquels vous avez pu rester en contact étaient plutôt satisfaits du travail et de ce lien et que ça avait renforcé les enjeux de proximité. Donc là, on voit bien déjà deux positionnements qui étaient différents. Troisième élément peut-être qui est à mettre en avant aussi sur ce plan-là, c'est que les positionnements et les réalités que vous avez connues sont très différentes selon les territoires. C'est-à-dire que on peut pas dire ça s'est passé comme ça et c'était comme ça à tel niveau de département, etc. On était vraiment dans une approche locale et liée aussi dans la structure employeuse dans laquelle vous étiez. C'est-à-dire que les structures associatives ne se sont pas trouvées dans les mêmes situations que les structures relevant d'une collectivité ou encore d'un lien, par exemple, avec l'éducation nationale ou autre, puisque bon, un certain nombre de médiateurs, il y avait un lien au niveau scolaire. Donc là aussi, de grandes différences. Ce constat-là, d'ailleurs, on l'a partagé au niveau national, c'est assez c'était assez présent ailleurs également. Au niveau des actions que vous avez été amenés à développer et qui du coup vous ont été pour certaines nouvelles, il y avait vraiment le besoin, vous l'avez exprimé à plusieurs reprises, de se réinventer, de mettre en place d'autres choses, de construire un mode de lien avec les personnes différentes. Du coup, c'est proposer d'autres choses sur d'autres horaires, d'autres modalités. Vous êtes amené à vous questionner sur la limite entre la sphère privée et le travail qu'on peut faire à votre niveau, hein, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous étiez en contact, jusqu'où on peut aller par rapport au partenariat ou pas. Enfin, voilà, un certain nombre de questions sur ce point. Par contre, en termes de pratique, ce qui apparaît dans tout ce qu'on a pu recueillir, c'est finalement, pendant cette période,
le peu de connaissances de ce que font les autres. Et à ce titre-là, la proposition qui avait été faite par le GIP d'action de professionnalisation à travers le site, hein, les rencontres pro, a été aussi un moyen de compenser cela, puisque ça permettait d'entendre ce que les autres avaient fait, de partager des expériences inspirantes. Hein, je crois que vous l'aviez évoqué comme ça. En tout cas, tout un ensemble de choses assez intéressantes quand on regarde le contenu qui avait été proposé en termes de ces rencontres professionnelles. On pourra avoir 3 grandes catégories. Hein. On avait des choses sur votre pratique à vous, sur le besoin de se repositionner en tant que professionnel. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient proposées en termes de comment je réponds aux nouvelles situations auxquelles je rencontre, notamment les enjeux en termes d'entretien individuel, comment je le mène, comment je gère les conflits, etc. Et le 3e niveau, c'était finalement un gros besoin que vous avez exprimé sur les droits sociaux. Finalement, et les droits de manière générale, où on a l'info, comment on a une info stabilisée, etc. Voilà un peu un panorama de ce qu'on pouvait relever. Vous avez aussi identifié le fait qu'avec la situation de crise, vous aviez été amené à être sollicité sur de nouvelles missions ou sur de nouvelles formes de partenariat. Et une des questions que vous posiez au mois de mai-juin dans vos rencontres, c'est est-ce que ça va tenir sur la durée? C'est finalement ce qui s'est passé là dans ce contexte. Est-ce que ça sera toujours valable demain? Par rapport à ça, je fais un petit détour par ce qui a été travaillé au niveau national, parce que je pense que c'est aussi intéressant que vous sachiez du coup comment ces questionnements-là ont été relayés et comment le ministère de la Ville du coup se l'est approprié. Pendant la période de confinement et à la fin du confinement, début mai, le ministère a souhaité mettre en place un groupe de travail qui s'appelait, qui était sur une thème qui s'appelait animation, prévention et médiation sociale dans les quartiers, surtout dans les perspectives à venir pour fin de l'année 2020 et 2021. Ce qui est indéniable, c'est que la crise sanitaire a eu un impact sur les 3 missions, les 3 métiers que je viens d'évoquer, la prévention, l'animation et la médiation. Et je distingue bien les 3 niveaux. Et je pense que ça, c'est une des premières réflexions qu'on doit avoir, c'est bien continuer à la différencier. Faire de la prévention et de la prévention spécialisée, ce n'est pas faire de la médiation, ce n'est pas faire de l'animation et vice-versa. Si on veut que la médiation sociale soit reconnue pour ce qu'elle est, il est également important de bien la distinguer des autres métiers. Alors après, ça amène un autre bémol, une des difficultés auxquelles souvent que vous nous faites remonter, c'est que le travail social, je vais dire avec mes mots à moi, peut prendre de haut la médiation sociale, souvent. Là, on l'a vu que pendant la période de confinement, en fait, les rôles se sont un peu inversés parce que un certain nombre de travailleurs sociaux n'étaient pas sur le terrain pour X raisons. Certains y étaient, mais sur des missions particulières, et le champ de l'animation sociale et socioculturelle était assez absent, en fait. Donc, du coup, il y a eu des marges possibles. Donc, la crise, elle a permis de faire émerger de nouvelles pratiques, des innovations, avec peut-être des enseignements à retirer, mais la recherche de liens qui ont nécessité donc de travailler plus la proximité, plus certains aspects plutôt que d'autres. Enfin, voilà, vraiment des choses assez positives. Néanmoins, dès que au niveau national, on discutait avec, j'allais dire, des acteurs corporatistes, les centres sociaux, France Médiation, etc., ou les représentants de la prévention spécialisée, c'était bien toujours de dire quelles étaient les marges qui étaient, enfin, les champs d'intervention de chacun, et de bien rappeler qu'il fallait se repositionner sur ce volet-là. Du coup, on a essayé de sortir un certain nombre d'enjeux clés, et on s'est dit que finalement, ce qui ressortait comme enjeu, c'était
3 grands points. Améliorer les enjeux de formation et de professionnalisation. Mais ça, vous en avez exprimé le besoin pendant même cette période et finalement le GIP y a répondu localement. Mais quand on dit améliorer la formation et la professionnalisation, c'est aussi que le niveau national en donne les moyens, le reconnaisse, etc. Le deuxième élément, c'était par rapport à ce que j'évoquais sur la question du partenariat, de l'isolement, du fait que les procédures ont été très différentes sur les territoires. C'était donc l'idée que puisse être posée une stratégie au niveau territorial. C'est-à-dire que on voit que des choses se sont bricolées sur les territoires. Mais l'enseignement qui en ressort, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'échelle de la proximité, pas donc à l'échelle régionale, pas à l'échelle départementale, mais à l'échelon local, pour essayer de structurer une stratégie face à des situations. Alors là, on était face à une situation de crise, mais on pourrait réfléchir globalement. Quelle stratégie territoriale on se donne pour intervenir au plus près des acteurs et notamment des plus fragiles d'entre eux. La crise n'a été qu'un révélateur. Et ça, c'est intéressant par rapport à la notion de aller vers. On n'arrête pas de dire qu'un certain nombre de métiers doivent renforcer la démarche aller vers. Hein, donc, pas attendre que les publics viennent, aller vers eux, etc. C'est facile à dire, alors surtout en période de confinement ou en période de crise sanitaire, c'est comment on fait cet aller vers. Hein, parce que là, en ce moment, entre les masques, le fait qu'on peut pas bouger tout le temps, le fait qu'on peut pas réunir un certain niveau, etc., de nombre de personnes, le aller vers, il devient compliqué. Et finalement, on se retrouve plutôt à faire du lien interpersonnel qu'autre chose. Donc, il faut qu'on repense ces modes d'action. Et si on les pense collectivement en termes de stratégie au niveau du territoire, ça sera peut-être plus facile. Par exemple, sur un territoire donné, il faut déjà identifier qui sont les acteurs présents. Parce que je vois Valérie face à moi. Hein. Donc, à Reims, les moyens d'action sur tel ou tel quartier de Reims vont pas être tout à fait les mêmes d'ailleurs que on va retrouver, je sais pas moi, à Langres ou ailleurs. Donc, avant de se dire j'ai à faire telle ou telle place, c'est quel travail je mène à l'échelon territorial. Ensuite, qui peut faire quoi? Parce que les moyens d'intervenir sont pas les mêmes à tel ou tel moment. Et selon le type d'acteur, on peut avoir intérêt à mobiliser tel ou tel partenaire parce qu'il va être plus en proximité à un moment donné. Donc, à la fois une stratégie territoriale, mais aussi derrière une identification de qui fait quoi et donc une question de connaissance des acteurs et de reconnaissance. Troisième niveau de ce qui est ressorti des réflexions nationales, c'est que l'enjeu n'est pas forcément un enjeu de coordination à l'échelon territorial, mais c'est un enjeu de coopération. Alors, vous allez vous dire, je joue sur les mots, mais la coopération, pour coopérer avec quelqu'un, il faut vraiment pouvoir le reconnaître à la place qui est la sienne, avec ce qu'il apporte, etc. La coordination, c'est simplement effectivement de faire le lien entre différentes personnes. Ça va pas être dans la même implication. Dans les échanges qu'on a eus au niveau national et de ce qui a été remonté au ministère, la question de coopération était un élément central. Et moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette notion de coopération, c'est faire avec le coopérer, donc opérer, agir, coopérer, c'est bien agir ensemble. Du coup, comment on va définir des stratégies? Les logiques d'appel à projet peuvent parfois nous mettre plutôt dans des logiques de concurrence. Donc, c'est sûr que du coup, là, ça demande un autre mode de travail. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on a été amené à poser, j'allais dire en mai, en juin. Donc tout le monde était dans une période où on se disait, bah voilà, on va pouvoir penser les choses autrement, on va se définir un nouveau cadre partenarial, etc. Et quand on en a reparlé avec Céline et Sandrine, on s'est dit, mais finalement, pour cet été et ce début de rentrée, ça s'est passé comment pour vous? Est-ce que finalement, c'est les acquis éventuels que vous aviez constatés avant, vous les avez toujours? Est-ce qu'ils ont perduré? Est-ce que finalement on est revenu à la situation d'avant? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que l'idée, ça serait, si ce que je viens de mettre en avant, c'est-à-dire ces 3 éléments, les enjeux de formation, les enjeux
de coopération et les enjeux de stratégie territoriale sont des éléments qui vous paraissent intéressants, ça sera bien de savoir comment on pourrait utiliser des leviers pour agir là-dessus. Et donc, c'est vrai que là, j'ai envie de vous renvoyer la question. Est-ce que déjà vous partagez les constats que je viens d'évoquer? Et puis dire, vous, pendant l'été et depuis la rentrée, est-ce que vous avez pu continuer à avoir des avancées positives sur les positionnements, etc., avant qu'on éborde la suite du PowerPoint? Donc, je voulais, à partir de ce que je viens d'évoquer, peut-être échanger avec vous. S'il y en a qui veulent prendre la parole, ça me permettra de vous retrouver face à des vignettes toutes noires. Qui veut réagir? En accord, en désaccord, à partir de ce que vous avez vécu. N'hésitez pas, hein. Par rapport à Quartier d'été, déjà, quels sont les médiateurs sociaux qui ont peut-être déjà tout simplement contribué, participé, animé des projets en lien avec cet appel à projet? Vous pouvez nous en dire 2 mots? Nadine? Alors, il y a quelqu'un qui demande à prendre la parole. Oui. Mais je ne sais pas, bonjour à tous déjà. Bonjour. Richard de Toul. D'accord, merci. En fait, nous, on était un peu partagés entre les différentes expériences qui ont été évoquées, à la fois parce que on a mis en place des choses pendant l'été, mais finalement avec les partenaires avec qui on travaillait déjà avant le confinement, notamment avec le dispositif de réussite éducative, où on a mis en place des sorties famille, des sorties jeunes, et un atelier 2 fois par semaine qui s'appelait Lire, c'est du plaisir. Donc sur ces actions-là qui ont bien fonctionné, enfin voilà, c'était un plus parce qu'habituellement l'été on fait uniquement des sorties familiales et on en fait moins qu'on en a fait cette année. Et il y avait une forte demande du public qui finalement était bloqué beaucoup sur le quartier alors qu'habituellement c'est un quartier qui est plutôt vide pendant l'été. Et par contre, notre déception, si je peux le dire comme ça, c'était de finalement pas avoir réussi à faire de cette expérience-là quelque chose de plus pour le partenariat pendant l'été, parce qu'il y a beaucoup de structures qui se sont soit arrêtées, soit c'était difficile de se coordonner parce que tout le monde était dans des incertitudes quant aux conditions sanitaires, quant à ce qui était possible, pas possible. Et en fait, au lieu d'être, je trouve, une source d'énergie pour rebondir et continuer dans la lancée des choses qui avaient été créées pendant le confinement et qui étaient plutôt inventives, j'ai envie de dire, enfin en tout cas qui étaient de l'adaptation, c'est un peu retombé, je trouve. Et du coup, on s'est un peu retrouvé tout seul dans notre structure avec le dispositif de réussite éducative et puis l'association Femmes Relais à intervenir. Et finalement, on a eu vraiment des difficultés à travailler avec les autres acteurs du territoire. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la mise en place d'une stratégie, ce travail de coopération, ce qui suppose quand même qu'il y a un pilote dans l'avion, si je peux le dire comme ça. Voilà, parce que faire de la coopération, ça suppose quand même que quelqu'un, à un moment donné, ait la légitimité de réunir les autres et de pouvoir échanger. Donc après, cette légitimité, elle peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être une légitimité acquise sur le terrain entre acteurs et en tant qu'assoce, vous organisez quelque chose et les autres sont partie prenante. Ça peut être une légitimité institutionnelle qui organise une réunion. Ça peut être une légitimité opérationnelle, j'allais dire, un chef de projet qui sur le quartier organise une réunion. Est-ce que sur votre territoire, il y a eu ce type d'initiative ou du coup, ce que vous évoquez, justement, de cette déception, que je trouve ça assez intéressant d'analyser, n'a pas été possible parce que justement, il n'y avait pas d'organisation un peu pour face aussi à ce que vous disiez, le fait que tout le monde ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, quoi. Mais ça a été partout sur tous les territoires. En fait, je pense que pendant le confinement, il n'y avait pas le choix. Si on voulait avancer, il fallait que chacun bouge les lignes, ses lignes de confort. Il fallait que chacun fasse un pas vers l'autre. Sinon, sinon ça pouvait pas fonctionner. Du coup, il y avait cet effort-là qui a été fait.
Et quand on a chacun repris petit à petit nos activités, alors déjà dans des réalités très différentes selon les structures, parce que tout le monde n'a pas repris en même temps, il y a des gens qui étaient encore en télétravail, d'autres pas. Et puis surtout, on n'avait pas tous les mêmes directives. Nous, on est dans des locaux communaux, on avait beaucoup moins de liberté une fois que une fois qu'officiellement on a pu ressortir après le confinement, que pendant le confinement, finalement, bah, c'était les règles de l'association qui s'appliquaient et du coup, on a été beaucoup plus sur l'espace public à proximité des populations, qui était plus compliqué après parce que finalement le bâtiment dans lequel on travaille a été moins accessible aux habitants du quartier, donc c'était déjà beaucoup on a dû beaucoup échanger, beaucoup partager avec les partenaires autour de ça, pour que le bâtiment puisse aussi être accessible et soit de nouveau un lieu d'accueil pour le public. Euh, et donc, il y avait effectivement, on a eu des réunions des tentatives de réunions de coordination menées par le chef de projet politique de la ville, mais qui était une personne qui remplaçait quelqu'un qui était momentanément absent, donc c'était pas forcément évident pour lui. Mais surtout, les acteurs savaient pas. Ça manquait. Enfin, je pense que ça manquait d'un pilote dans l'avion, mais ça manquait aussi de visibilité des structures. En fait, enfin, il y avait à la fois des peurs, on le sentait. Il y avait des gens qui étaient incertains sur la façon dont ils pouvaient intervenir, la taille des groupes, est-ce qu'on fait ou pas ce qu'on fait d'habitude. Et finalement, tous ces freins, enfin, ça a créé des freins qui ont, à mon avis, fortement empêché l'action, alors que finalement, avant, pendant le confinement, les gens se sont peut-être moins posé de questions en termes de freins, de réglementation, de protection des publics, même s'il y a eu ces questions-là, en tout cas, elles étaient moins. En tout cas, le cadre était plus carré, on va dire. C'est-à-dire que on savait, entre guillemets, quel était le cadre dans lequel on s'inscrivait. Et ce que vous exprimez, c'est qu'à tous les cas, pour l'été, c'était plus compliqué. C'est-à-dire effectivement, ce que vous avez utilisé le terme naviguer à vue avant, tout à l'heure, c'est donc la coopération et le fait d'organiser des réunions n'est pas suffisant. Il faut aussi que le cadre d'action soit clair et j'allais dire, si je peux me permettre de rajouter un point, et soit en cohérence entre les acteurs. Parce que la difficulté, par exemple, qu'on a actuellement, c'est que comme ce cadre est assez flou encore aujourd'hui, on a des postures de professionnels et de structures qui sont pas les mêmes. Donc, ça rend compliqué les modes de travail. Certains disant, on fait plus de réunions à l'extérieur ou on appuie au devant des autres. D'autres disant, si, il faut continuer. Donc, ça devient compliqué. Oui, je partage tout à fait. Quand je vous dis que nous, on a dû négocier pour pouvoir réouvrir au public, en tout cas nos actions, et puis pouvoir que l'espace où on travaille redevienne un lieu d'accueil de proximité, alors qu'il y avait des réels besoins. On a vraiment dû le négocier. Ça allait pas de soi parce que il y avait des craintes aussi voilà, la commune, elle a pas les mêmes obligations peut-être qu'une association. En tout cas, elle a pas les mêmes craintes en termes de sécurité peut-être ou de retombées de sécurité. Je sais pas comment on peut le dire, mais ce que ça a changé aussi dans la manière, cet été, on a aussi fonctionné différemment parce qu'on avait envie de reprendre du temps avec le public qu'on avait eu par téléphone pendant le confinement, avec qui on avait réussi à maintenir des liens. Mais par contre, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui avaient quand même des craintes pour sortir, pour retourner à l'extérieur, pour reprendre un peu leur lien social, se remettre en route. On avait par exemple très peu d'enfants qui avaient repris l'école avant que que la reprise ne devienne obligatoire. Sur les classes, il y avait 4-5 enfants par classe. Bon, une fois que c'est redevenu obligatoire, tout le monde a remis les enfants, mais il y avait des vraies craintes de la population. Et du coup, on a beaucoup travaillé par entretien individuel, ce qui n'est pas au départ notre mode de fonctionnement, même si c'est quelque chose qu'on questionnait depuis un moment. Et du coup, on a reçu toutes les familles qu'on côtoie de manière régulière en entretien individuel. Et les actions collectives qu'on pouvait pas mener en collectif à la même hauteur que d'habitude, finalement, on les a dédoublées, dupliquées pour les faire en plus petits groupes
et redonner un peu l'habitude aux gens de revenir dans les lieux qui étaient leurs lieux familiers, de re-rentrer en contact et puis de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils avaient vécu parce que voilà, il y a des choses aussi qui avaient besoin d'être échangées, des gens qui avaient besoin d'être rassurés, euh, il y avait un besoin de parole en tout cas derrière tout ça qui était assez important, je trouve. D'accord, merci. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a... Pardon. Si je peux juste finir, parce que je trouvais que c'était assez flagrant. Juste, je vais vous redonner une petite fille qui nous a dit ça pendant cet été, parce qu'on faisait à chaque temps d'action, lire c'est du plaisir, on faisait un temps sur les émotions avec les enfants, une petite météo comme ça. Et il y a une petite fille qui nous a dit à un moment donné, ben moi je suis très très contente de venir 2 fois par semaine à cette action. Alors on lui demandait pourquoi et elle disait bah parce que depuis le confinement, la maison c'est la prison. Du coup, bah là on peut vivre et on peut faire des choses et on s'amuse bien. Enfin voilà, c'était juste quelque chose que je voulais partager avec vous, mais parce que c'était vraiment trouvé assez, enfin entendre ça dans la bouche d'une petite fille de 7-8 ans, c'est quand même un peu, enfin c'est touchant et c'est marquant aussi dans les propos et la manière dont elle vivait les choses, alors qu'il faisait grand beau dehors et qu'on avait de nouveau le droit de sortir, hein, enfin voilà. Merci pour ce témoignage. Et du coup, alors tout à l'heure vous avez réagi, hein, enfin vous avez témoigné au moment où je disais que quelqu'un qui écrit PA demande la parole. Alors je ne sais pas si du coup vous avez 2 écrans, mais c'est du ça. coup si. En fait, j'ai la caméra sur le téléphone avec le micro et j'ai l'écran d'ordinateur pour vous voir un peu plus grand. Ok, d'accord. Non, c'était juste pour comprendre, en me disant peut-être que j'ai du coup loupé quelqu'un d'autre. Donc au niveau du chat, donc Iman pour essayer des Nancy nous précise que après cette difficulté où les animations étaient arrêtées, annulées, etc. La structure a organisé quelques sorties avec les familles en juillet-août. Puisqu'ils travaillent beaucoup avec les parents et les familles, et ils ont réouvert la maison de la parentalité en septembre avec des accueils parents, enfants, ateliers, sorties, mais que l'organisation des grandes manifestations reste toujours compliquée, notamment Festilune, qui est d'habitude, si je me trompe pas, organisée en septembre, début octobre, si c'est pas pendant les vacances de la Toussaint, peut-être même. Oui, elle me dit qu'on était en train de préparer pour octobre. Et avec l'évolution de la pandémie en ce moment, voilà, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Effectivement. C'est ce qu'on évoquait aussi, le caractère incertain de la situation nous rend tous tout le temps en train de nous demander ce qu'on peut faire ou pas faire. Ça revoit peut-être ce que j'évoquais sur le point 2 de mes que j'avais mis en avant sur la question de la stratégie territoriale en proximité. Je pense que ça peut être un atout à travailler en interacteur en se disant qu'est-ce qu'on mène. J'ai eu l'occasion de l'évoquer sur certains territoires. Et en fait, en interacteur, entre différents acteurs, c'est de se dire peut-être qu'on peut réinventer, y compris à distance, certains événements, mais pas le faire tout seul. Que tel ou tel acteur vienne en appui parce qu'il a plus de moyens techniques que l'autre. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose là à penser. Est-ce que ceux qui ne sont pas encore intervenus souhaiteraient réagir, compléter peut-être par rapport aux témoignages qui viennent d'être évoqués par Nadine, par Iman, par May, par Johanna, par Martine et par Angélique? Non, ça réagit pas. Ou donner d'autres éléments de réflexion? Alors je sais, du coup, comme j'ai pas forcément la liste exacte des personnes présentes, je sais pas si Sandrine, qui connaît mieux que moi et qui, Sandrine, si tu, par rapport aux personnes présentes et au territoire, est-ce qu'il y a éventuellement comment vous faire réagir? Parce que du coup, je sais pas qui, non, je sais pas qui c'est qui peut prendre la parole aussi par rapport aux disponibilités d'écran ou autre et de prise de parole. C'est toujours un peu compliqué. Fatima nous a dit que donc la maison du Fleu à Borny était fermée, donc malheureusement elle n'a pas pu pratiquer. On n'a pas entendu Mélodie. Je ne sais pas si elle a
Alors, attends, est-ce que Mélodie, je ne sais pas, on ne se connaît pas. Mélodie vient de remettre son micro, donc oui, peut-être c'est bon. En fait, il y a des travaux autour de moi et du coup, j'avais. D'accord. C'est à peu près calme. J'espère que ça reprendra pas. Ok. Oui, bah je sais pas, nous alors je suis au centre social de la Clairière à Nancy sur le plateau de Haye. Oui. Alors c'est vrai que moi pendant la période de confinement, j'ai clairement été assez déconnectée finalement de mon travail, quoi. Je me suis retrouvée en plus sans ordinateur, donc ça a été très compliqué de rester en veille. Je fais pas de suivi de famille, donc ça a vraiment été le rôle de mes collègues. Moi, je suis restée en veille comme j'ai pu, mais voilà, j'ai rencontré des difficultés de connexion, enfin voilà, plein de choses qui font que je me suis un peu éloignée. J'étais un peu éloignée. J'ai repris qu'en juin. Nous, notre gestionnaire, c'est la CAF, donc mes collègues CAF ont repris en mai. Nous, salariés de l'ADU, on a repris qu'en juin, mais vraiment tout doucement, hein, parce que les activités collectives, nous on est sur des activités collectives tout le temps, donc on a vraiment fonctionné au ralenti. Moi, sur les missions d'accès au droit, il y avait très peu de... Les gens ont mis un petit peu de temps à revenir. Mais après vraiment juillet-août, j'ai senti voilà, le public revenir, le public en difficulté, notamment au niveau de l'accès au droit. Ce qu'on constate, c'est qu'on a une affluence beaucoup moins importante qu'avant le confinement. Alors ça a repris un peu au mois de septembre, mais moi je trouve que ça reprend très très doucement. Après, je pense que le changement de mode d'organisation joue beaucoup. La rigidité qu'on est obligé de mettre en œuvre dans le cadre de notre protocole sanitaire avec des rendez-vous obligatoires, par exemple, pour pas avoir trop de monde en salle d'attente, ça complique les choses. Et je pense que ça éloigne le public quand même. Donc ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir sur avoir à la fois un protocole sanitaire suffisamment strict et puis malgré tout une certaine souplesse dans l'accueil du public. Alors, étrangement, donc l'accès au droit en individuel reprend très doucement, mais les actions collectives, finalement, fonctionnent bien. Nous n'avions pas de bénévoles cet été notamment pour les ateliers de conversation. Des bénévoles sont revenus là en septembre et on a repris très vite les ateliers de conversation parce qu'on avait de la demande. C'est les usagers qui demandaient à revenir en groupe. Alors, c'est un peu étrange puisque les personnes ne reviennent pas en individuel, mais qui sont prêts à refaire du groupe. On a commencé également les ateliers parentalité, donc de manière assez modeste. Et finalement, on a du public. Voilà, donc moi, je suis assez inquiète par rapport à l'accès au droit parce que ce que je me dis, c'est qu'il y a un certain nombre de situations qui vont, comment dire, un peu... qui vont traîner. Qui vont traîner pour les usagers et qu'à un moment donné, ça va exploser. Et par contre, sur le collectif, ce que je pense aussi, c'est que ça marche bien parce que les personnes souhaitent échanger, reprendre contact avec d'autres, avoir une forme de vie sociale et que ce soit les ateliers de conversation ou les ateliers parentalité, c'est aussi l'occasion de remettre en route cette vie sociale. Sur l'accès au droit aussi, une particularité, c'est que là nous arrivent tous les dossiers liés à la suspension du regroupement familial sur place. Puisqu'il y a une décision ministérielle qui a suspendu cette mesure en juillet. Et que là, voilà, toutes les personnes qui ont voulu faire une demande en juillet, en août et puis en septembre commencent à arriver avec cette question, que fait-on ? Que fait-on quand on n'a pas cette solution de régularisation? Donc nous, on essaye de voir la préfecture depuis début septembre. On en est à notre deuxième rendez-vous manqué. On essaye de recaler le troisième. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour revenir sur le confinement, nous, on a été quasiment toute l'équipe en télétravail. On était sur du suivi téléphonique
avec une démarche proactive qui était d'appeler nos usagers, puisque dans nos usagers, on a une certaine partie de nos usagers qui viennent de manière très ponctuelle, avec qui on n'a pas de lien forcément en continu, et puis une autre partie qu'on suit parfois depuis plusieurs années. Donc, on avait axé notre démarche vers les plus isolés, les plus vulnérables, les plus âgés, parce qu'on a aussi pas mal de publics âgés. Donc, on a sur 800 usagers annuels, on s'est concentré sur 255 personnes que nous avons accompagnées pendant toute la durée du confinement, avec une démarche que nous ne faisions pas du tout avant, c'était de mettre en place de l'aide alimentaire. En lien avec des associations caritatives, bien sûr, puisque c'est pas forcément notre métier de collecter le nécessaire. Mais voilà, ça a été vraiment une grosse... Ce que tu vois. En tout cas, à notre niveau, sur certains territoires, on leur a proposé, comme on l'avait fait d'ailleurs avant l'été, d'organiser des réunions interacteurs pour faire un point sur qui avait mené quoi, comment ça s'était passé, etc. Un peu dans cette logique d'impulseur de coopération locale. Sur les petits territoires, ça fonctionne plutôt bien parce que on réunit facilement tous les acteurs, etc. C'est plutôt les chefs de projet politiques de la ville qui sont à la manœuvre. Pour le coup, pour les services de l'État, ils y voient un intérêt puisque, comme l'a évoqué Céline, il y a quartier d'automne et qui se profil. Donc du coup, ça permet de faire le point sur qui va intervenir, sachant que je pense notamment à un territoire était fortement remonté l'aspect très positif de l'application des adultes relais. Mais que du coup, se posait la question de comment, dans la durée, c'est pas qu'on fige, mais on essaye d'avoir un peu une doctrine sur l'action des uns et des autres. Sinon, le risque que moi j'y vois, mais ça c'est moi, c'est de servir de bouche-trou à certains moments et que c'est pas très satisfaisant quand même si on peut y retrouver de l'utilité sociale, mais c'est comment on le construit dans la durée. Donc, je rejoins ton questionnement, Sandrine, de pouvoir inscrire les choses un peu dans la durée et anticiper. Donc, ça peut être vraiment vous-même en tant que structure employeur d'adultes relais ou en tant que médiateur social adulte relais, proposer des réflexions. On ne vivra plus le même confinement. Par contre, il est fort à parier que nos pratiques professionnelles resteront perturbées pendant très longtemps par ce qui est en train de se passer. Donc, on a quand même une nécessité à essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'on est en train de faire, ce que ça produit, ce qui risque de passer entre les mailles. Je pense à ce que Valérie disait sur les gens que vous voyez pas parce que ils viennent pas. On évoquait tout à l'heure les gens que vous voyez parce que vous avez pu établir de nouveaux liens, mais dans tout ce qu'on est en train de vivre, il y a peut-être des gens qui sortent complètement des radars et qu'on va définitivement perdre, quoi. Donc, je fais le pari, moi, que plus on se met autour de la table à un grand nombre, plus on peut essayer d'identifier les manques, les risques, etc., que quand on est tout seul, quoi. Et j'essaie de trouver des stratégies, j'aime bien le terme de stratégie, des stratégies communes. Simplement pour dire que là, moi, je me pose la question de reprendre le aller vers qu'on a mis en place pendant le confinement, en fait. Ouais. De refaire le tour de nos usagers habituels, de faire le point sur qui on ne voit plus, et ben voilà, de reprendre notre téléphone. Hein. En parlant de téléphone, je pense que sur la professionnalisation des adultes relais, ça peut être une thématique très intéressante que celle des techniques d'entretien par téléphone. Il y avait eu... Moi, je vais juste faire vite. Je partage la proposition d'avoir un temps de formation sur comment on peut rentrer en contact et accompagner du public, ou en tout cas reprendre contact avec du public par téléphone. Ça me semble vraiment intéressant de pouvoir former les médiateurs sur ce sujet-là. Et par contre, moi, mon questionnement, et je ne sais pas s'il y a des pistes de réponse sur d'autres territoires, c'est que
Là, je vois tous les partenaires travailler pour remettre en œuvre leurs actions, mais je trouve je ne vois pas d'élan collectif pour se retrouver et se dire si demain on doit de nouveau construire ou inventer d'autres réponses ensemble, comment on peut faire? Et j'ai pas l'impression qu'on soit là-dessus, en tout cas sur notre territoire. J'ai vraiment l'impression que chacun réfléchit dans sa structure à comment remettre en place ses actions pour son public. Et moi, ça m'inquiète parce que nous, on s'est quand même retrouvés à faire des choses qui n'étaient pas forcément de notre mission pendant le confinement parce que tous les partenaires locaux de terrain qui accueillent du public en difficulté étaient absents. Et que du coup, vous parliez tout à l'heure de la notion de bouche-trou, mais alors ça nous a pas du tout dérangé parce qu'on l'a fait pour les familles. Mais finalement, je trouve que chacun a fermé sa structure par obligation, mais sans vraiment qu'on se pose la question au final, qu'est-ce qui restait pour les gens qui n'avaient pas d'informatique, pas d'accès à Internet, pas de contact spécial voilà, je me dis que du coup, si demain, même localement, on est obligé de rester à distance davantage ou de refermer certaines structures de proximité, eh ben, on remet ces gens-là, on les réabandonne, si je peux dire un peu, mais sans avoir réfléchi avant à comment on les laissait pas tout seuls au bord de la route, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui du tout. Alors, je pense qu'ils ne sont pas posés collectivement, effectivement. Après, là aussi, ça dépend des territoires et des dynamiques qui existent. C'est un point qu'on peut regarder d'un peu plus près, mais pour moi, ce que vous posez, c'est l'enjeu de l'animation territoriale. C'est-à-dire que soit effectivement, on reprend le cours de nos vies dans des logiques projets tels qu'ils étaient portés, chaque structure mais c'est la logique des projets associatifs, portent un projet, ils cherchent les financements pour le financer. Soit, à l'inverse, on se dit, on travaille au bénéfice de certains habitants sur un territoire, on se met autour d'une table et on se dit finalement, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut apporter? Et du coup, comment on monte des projets sur cette base-là, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui demande plus de temps, ce qui est plus compliqué. Et la logique d'appel à projet telle qu'elle est déployée depuis quelques années ne le permet pas. Donc ça, c'est des choses qu'on discute avec la DR et certaines directions départementales, qui est tout à fait là-dessus. Il y a certaines villes qui sont aussi sur cette réflexion-là. On peut pas non plus tout changer du jour au lendemain parce que certaines petites structures risquent de se trouver sans moyens financiers parce que n'ont pas les mêmes moyens d'ingénierie et de mobilisation. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Mais la réflexion que vous portez, cette préoccupation, on est un certain nombre à la partager. Donc, je pense qu'il faut qu'on tire un peu plus le fil pour voir comment c'est possible, tout en faisant attention à ne pas perdre un certain nombre de structures qui peuvent être fragilisées. Moi, j'ai pu constater pendant la période de confinement qu'on a été resté en lien avec un certain nombre de structures, mais pas forcément celles qui avaient quasiment que des bénévoles. Parce qu'ils n'avaient aucun moyen de suivre, d'avoir l'ingénierie, la technologie, etc. Et ça, effectivement, la question technologique va être un frein. Valérie l'évoquait avec le public, mais elle est aussi le frein parfois avec des partenaires, non pas des financeurs, mais nos partenaires d'un point de vue horizontal. Je vous quitte, c'est pas très sympa de ma part, mais je suis vraiment désolée. Merci Muriel, merci. On va prendre 2 minutes pour au revoir tous, mais à toi déjà, donc merci pour ta contribution. Merci. Merci tout le monde, merci beaucoup de votre participation, de nos échanges. On revient vers vous rapidement, pour vous faire une synthèse. Et puis, n'hésitez pas à vous